À la recherche de la tradition, une émission de Louis Calaferte avec la participation de Bernard Douéret. Prise de son, Roland Majorel. Eh bien, Bernard Douéret, bonsoir. Bonsoir à nos auditeurs. Bonsoir. Eh bien, nous allons consacrer cette quatrième semaine. Oui, c'est en effet notre quatrième émission. Quatrième émission à la franc-maçonnerie. Nous l'avons vu, je pense qu'il faudrait peut-être faire un petit résumé. Nous avons vu une franc-maçonnerie enfin existante, moderne. Oui, nous avons essayé de montrer ce que l'on pouvait en savoir. Oui. Nous l'avons vu ensuite sous un aspect, disons, historique, c'est cela, chronologique. Certains aspects des rapports de la maçonnerie avec les États ou avec l'Église. Oui. Et puis, la semaine dernière, vous avez très clairement établi une sorte de petit historique de la maçonnerie. Et aujourd'hui, Bernard Douéret, nous allons remonter encore peut-être plus haut. C'est cela, tout au moins nous allons essayer. Nous allons essayer. Enfin, disons que la semaine dernière, nous avons salué, si j'ose dire, la naissance officielle de la franc-maçonnerie. Nous rappelons donc que la franc-maçonnerie s'est instituée à partir des constitutions d'Anderson de 1723, mais déjà nous avons été amenés à remarquer qu'avant 1723, il existait des loges en Grande-Bretagne, en Angleterre, en Écosse, et qu'il en existait également en France. Alors le problème qui se pose à nous maintenant est de savoir ce qu'étaient ces loges, d'où elles pouvaient venir. Alors là, il y a toute une littérature qui parfois est curieuse et... Frôle la légende, peut-être. Frôle la légende, certainement, donc à interpréter, bien entendu, et qui fait remonter les origines de la maçonnerie. Eh bien, les uns disent à Adam, pourquoi pas. Et les autres... C'est plus et les autres, pour les autres, c'est Noé, ou bien c'est l'Égypte, ou bien c'est Salomon, ou bien ce sont les Templiers, ou bien ce sont les Compagnons. Enfin bref, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais je crois... à bien y réfléchir. De toute façon, a priori, pourquoi une filiation exclurait-elle a priori l'autre? Pourquoi, par exemple, la filiation salomonienne serait exclusive de la templière ou de la compagnonique? Vous voyez? Oui, bien sûr. Dans la mesure même. D'ailleurs. Et oui, dans la mesure même où nous avons déjà eu l'occasion souvent de montrer que la tradition, c'est un arbre qui a peut-être un tronc commun, mais qui a des branches touffues et qui se croisent, se prennent et se reprennent et se déprennent, si j'ose dire. Oui. Et alors, il me semble qu'on peut très bien retrouver... On peut accepter, au fond... oui, différents aspects, parce qu'ils ne sont pas exclusifs les uns des autres, ne sont pas contradictoires, en tant qu'ils puissent représenter chacun une donnée particulière de la tradition, disons, tradition universelle. Et puis enfin, une deuxième remarque préliminaire que je crois également importante, il est bien évident que prouver la filiation de la maçonnerie, ne serait-ce que jusqu'à Salomon, c'est pour le moins compliqué. Pour le moins compliqué. L'existence historique du roi Salomon n'est pas en cause, mais faire remonter les preuves et les documents jusqu'à Salomon, ça me paraît évidemment, disons-le, impossible. Donc, il faudrait peut-être distinguer un double point de vue. Oui. D'une part, les filiations que j'appellerais à caractère nettement historique, mais dans la mesure où il y a une documentation, dans la mesure où des documents existent et puissent constituer des pierres de référence. Et puis, une filiation à caractère symbolique. Par exemple, si on se réfère, mettons, à Salomon ou à l'Égypte, vous voyez, à ce moment-là, cette filiation signifierait plutôt un état d'esprit. Ce serait une filiation non plus par l'histoire, mais par l'esprit, si vous voulez, donc par le caractère des symboles. Alors, ces deux filiations, évidemment, peuvent soit être distinguées, soit être réunies, suivant les cas et suivant les rites que l'on étudie. Enfin, elles peuvent de toute façon coexister. Alors, nous pourrions, compte tenu de ces remarques, essayer de réfléchir à tels ou tels aspects de la maçonnerie. Et pour commencer, essayer de voir s'il existe des rapports entre maçonnerie et compagnonnage, ou bien entre maçons opératifs, c'est-à-dire ceux qui vraiment manipulaient le mortier et dressaient les murs, et maçons spéculatifs. Évidemment, des ressemblances sont à noter. Il y a certains outils
que la maçonnerie appelle outil symbolique, pour Oui. montrer qu'elle ne s'en sert pas physiquement, concrètement, mais qu'il signifie autre chose pour elle, et qui existe également chez les maçons opératifs, aussi bien à notre époque qu'au Moyen-Âge. C'est la truelle, c'est le maillet, c'est l'équerre, c'est le compas. Mais la présence déjà des épées nous montre que de toute façon, le symbolisme de la maçonnerie ne se résume pas, ne peut pas se résumer à celui d'une maçonnerie opérative. Il y a également la légende d'Hiram et du temple de Salomon. Lorsque le compagnon lyonnais Cœur Sincère nous avait parlé il y a quelques semaines du compagnonnage, qu'il connaissait bien et pour cause, il avait remarqué que ce symbole existait également chez les francs-maçons. Oui. Donc voilà encore un indice, un rapprochement possible. Mais il nous avait dit également, si j'ai bonne mémoire, que les compagnons du devoir étaient fort méfiants vis-à-vis des maçons, à tel point que c'est aux maçons qu'ils attribuaient le meurtre rituel, si je puis dire, du fameux architecte Hiram. Alors là, c'est quelque chose déjà qui incline à réflexion. Et puis, il y a également ceci. D'où vient le terme franc-maçon? Oui, c'est la question que j'allais vous Bien le poser. terme franc-maçon. Alors, logiquement, c'est quoi? Deux hypothèses se présentent à notre esprit. La première, eh bien, c'est de penser aux francs-métiers. Ces francs-métiers qui jouissaient donc de franchise, traduisons, qui, en termes modernes, qui jouissaient de certains privilèges à eux concédés et garantis, ou par les rois, ou par certaines institutions, comme les Templiers, par exemple, ou certains ordres monacaux, chez les bénédictins en particulier. On retrouve là aussi des souvenirs des Soubise et des Salomon et des Maîtres Jacques et des compagnons, incontestablement. Donc les francs-maçons seraient des gens qui seraient une corporation qui avait bénéficié de certaines franchises, de certaines libertés, et qui aurait fini par admettre chez elle et des gens cultivés, non pas maçons opératifs, non pas ouvriers du bâtiment, mais des gens intéressés par la maçonnerie, dans la mesure où les maçons de l'époque étaient en même temps des architectes, où la différence n'existait pas, comme à l'heure actuelle, entre le maçon, le goujat, en termes de métier, et l'architecte et le maître d'œuvre, vous comprenez? Par conséquent, il y avait chez les maçons des gens infiniment cultivés, ce qui concerne la géométrie, l'art du trait, comme disent les compagnons, les gens qui étaient capables de faire les plans des cathédrales. Donc, ces gens-là étaient plutôt des intellectuels, déjà, si vous voulez, que de purs opératifs, bien que l'un, à l'époque, ne puisse pas exclure l'autre. Alors, il semblerait qu'à partir d'une date, alors là, indéterminée, dans le courant mais ça semble remonter assez loin dans le Moyen-Âge, que les loges maçonniques aient accepté des gens qui n'étaient pas purement opératifs, mais qui étaient intéressés, et qui pouvaient développer des travaux de symbolique dans le cadre tranquille, disons, de la loge maçonnique. C'est ce qu'on appelait les maçons acceptés. Voyez, et signalons au passage que la loge maçonnique, au début, c'est tout simplement le petit atelier érigé provisoirement sur le chantier. Simplement. Mais seuls avaient droit d'y pénétrer les maçons reconnus. Il y avait déjà là certainement des mots de passe, quelque chose. Alors voilà une première hypothèse. Une possibilité. Première possibilité, oui. Peut-être plus possibilité qu'hypothèse. Il y en a maintenant une deuxième, mais qui rejoint peut-être la première. Franc-maçon, en anglais Freemason. Freemason, réduction de l'expression Freestone Mason, disent certains. Freestone Mason opposé à Rough Stone Mason. Freestone, la pierre franche, la belle pierre, on dit encore, dans les carrières, on parle encore des bancs francs, c'est-à-dire ceux qui présentent la pierre homogène. Et Rough Stone, la pierre brute, la pierre de qualité inférieure. Et aussi le symbole des maçons est celui de la pierre. Les maçons disent que leur travail consiste à dégrossir la pierre brute. Donc le vrai maçon est le freestone mason, celui qui a dégrossi la pierre brute. Voyez ? Alors à ce moment-là, les deux hypothèses ne s'opposent pas tellement à bien y réfléchir. Voyez ? Je crois qu'on peut difficilement en dire davantage. Oui, la dernière hypothèse, c'est celle qui est chère à Guénon, je crois, sur laquelle Oui, il y a d'autres historiens également. J'ai pu voir un ouvrage récent sur les bâtisseurs de cathédrales par M. Gimpel, où il reprenait précisément ce type d'argumentation.
Quoi qu'il en Enfin, soit, de toute façon, effectivement, il y a forcément des rapports. Il y a forcément eu des rapports. Juste au fond, les deux se rejoignent très. Enfin, Elles peuvent se rejoindre. Assez aisément. Comme de toute manière, on est un petit peu dans l'état de l'hypothèse. Oui, bien sûr. Oui. Difficile d'aller plus loin. Maintenant, pour répondre à l'objection qui pourrait être celle du compagnon lyonnais Cœur Sincère vis-à-vis, enfin, à l'égard de ce mépris des compagnons face aux maçons, maçons en tant que constructeurs. Peut-être que là aussi c'est une tradition qui est née avec le compagnonnage, c'est-à-dire après la création des corporations. Oui. Il y a peut-être eu une exclusive du compagnonnage vis-à-vis de ce corps de métier pour des raisons peu connues. Enfin, je livre ça évidemment à titre de pure hypothèse, de simple suggestion. Je vais vous poser une question absolument ridicule, mais qui me vient à l'esprit. Est-ce que actuellement la corporation des maçons, j'entends des véritables maçons, enfin ceux qui font les maisons. Oui. Est-ce qu'on sait, d'après les documents, est-ce qu'on sait si elle est largement représentée ou pas au sein chez de les francs-maçons? Oui. Oh, j'ai l'impression qu'elle ne l'est ni plus ni moins que n'importe quel autre corps de métier. Absolument. Oui. Oh, oui, j'ai bien l'impression que la franc-maçonnerie actuelle, bon, évidemment, conserve le nom de maçon, de maçonnerie, et les outils symboliques, mais n'a pas de rapport particulier avec les maçons. Ni même particulièrement, j'ai l'impression, avec les compagnons, par exemple, qui sont pourtant, d'après ce qu'on vient de voir, un peu en cousinage avec la franc-maçonnerie, au point de vue historique. Mais qui reste tout de même très, très, très à part en tant qu'organisation. Ah ça, oui, assez à part, et puis, enfin, très jaloux, nous avons pu le remarquer, nous l'avons senti, de leur tradition, de leur rite et de tout ce qui les concerne. Ça, avec un sens du secret qui a su triompher de la curiosité ou de l'indiscrétion des siècles, bien plus que chez les francs-maçons, ça c'est certain. Donc voilà, disons, je n'ose pas dire des conclusions, mais disons des hypothèses, des réflexions en ce qui concerne les rapports de la franc-maçonnerie et de la maçonnerie opérative. Une deuxième question que nous avons déjà esquissé un petit peu la semaine dernière, enfin qui s'est présentée à nous la semaine dernière, c'est celle des rapports de la franc-maçonnerie avec la chevalerie et plus particulièrement avec les Templiers. Avec les Templiers. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire à ce sujet? Eh bien, à ma connaissance, il y a au moins 3 rites qui se réfèrent à une filiation templière. Le rite de Memphis, créé par Marconis de Nègre en 1838, se prétend de filiation templière. Le rite suédois, assez vivement marqué par l'influence de la pensée de Swedenborg, se réclamerait lui aussi de cette filiation templière. Et en France, et particulièrement à Lyon par conséquent, puisque c'est d'un Lyonnais qu'il s'agit, la franc-maçonnerie de rite écossais rectifié. Est-ce que Lyon occupe une place, enfin on donne à Lyon une importance assez exceptionnelle, ou enfin tout au moins assez grande dans la tradition, dans l'ésotérisme, à tort ou à raison d'ailleurs, mais je crois qu'à raison puisque vous nous l'avez dit. Est-ce que Lyon occupe une importance particulière en France? Dans le monde de la franc-maçonnerie? Dans le monde de la franc-maçonnerie. Oh, j'ai bien. Lyon a ses loges, incontestablement, mais elles ne paraissent pas extrêmement nombreuses, et il semble bien qu'à l'heure actuelle, les loges les plus nombreuses soient dans la région parisienne. Oui. C'est peut-être là aussi un des signes de cette concentration française qui retentit un peu dans tous les domaines. Oui, mais justement, Lyon aurait pu rester être enfin un centre au sens occulte du mot, ésotérique du mot. Ça, je n'ai pas d'informations particulières à cet égard, mais il semble je ne pense pas que Lyon ait une importance déterminante, si vous voulez, pour l'heure dans la maçonnerie française, autant que je puisse savoir. Oui, en face, je vous posais la question. Alors, nous revenons à notre affaire de filiation templière. Bien, là aussi, ce ne sont guère que des indices que nous pouvons montrer. Déjà, l'influence des Templiers a été signalée chez les compagnons, personne de Maître Jacques. D'autre part, nous savons que les Templiers, ça c'est historique, ont joué un rôle important dans la constitution des francs-métiers dont nous parlions tout à l'heure. Alors, s'ils ont agi sur ces francs-métiers, s'il y a eu dans ces francs-métiers des maçons acceptés, peut-être qu'il y a là l'indice d'une filiation. D'autre part, et encore, le discours du chevalier de Ramsay fait nettement allusion à ces croisés, à cette chevalerie de l'époque, à ces projets d'universalité. Et puis enfin, avant même
Villermoz, le premier rite, me semble-t-il, qui se soit référé de manière très directe jusqu'à en prendre le nom avec l'ordre du Temple, c'est l'obédience, disons, et le rite de la stricte observance templière qui a été fondée en Allemagne par le baron de Hund. Et cette stricte observance templière, d'après elle, expliquait sa filiation de la manière suivante. En 1314, après la disparition de l'ordre du Temple, l'ordre lui-même a disparu en tant qu'institution, mais les Templiers, que sont-ils devenus? De toute façon, ils n'ont ni tous été emprisonnés, ni tous, Dieu merci, brûlés. Donc ils sont partis, se sont disséminés. Alors certains, paraît-il, se seraient réfugiés précisément chez les francs-métiers, qui avaient des rapports très nets avec eux. Oui. Et ça, on le retrouve par exemple dans le roman d'un compagnon, l'ouvrage Les Tours inachevées de Raoul Vergès. Il fait allusion très nettement à cela. Et d'autre part, certains de ces Templiers auraient formé un chapitre qu'on appelait le chapitre d'Aumont, le duc d'Aumont ayant été institué, en quelque sorte héritier du dernier grand maître officiel, Jacques de Molay. Ce chapitre se serait réfugié en Écosse, d'où la naissance des rites écossais de la franc-maçonnerie. Vous voyez? Alors, mais enfin, nous n'avons quand même pas de documents. Ah non, alors là, tout cela, c'est... Vous parliez tout à l'heure du livre de Vergès, effectivement, enfin là, nous en raison... C'est de l'ordre de la supposition, oui, c'est de l'ordre de la supposition et de la tradition au sens, disons, quelconque, voire même profane du terme, voyez. Oui, parce que non, je vous reposais la question, parce que vous me parliez du livre de Vergès, et on sent effectivement que vraiment c'est de la supposition. Ah, mais bien entendu. Enfin, Vergès semble prendre cette supposition pour exact, d'ailleurs. Pour lui, c'est plus qu'une supposition, vraisemblablement, c'est une conviction. Que cette conviction ait pu être celle de certains maçons 18e, ou même celle de maçons encore à l'heure actuelle, rien d'impossible à cela, mais enfin, jusqu'à l'heure actuelle, les preuves manquent. D'ailleurs, il y a un signe. Dans le rite écossais rectifié, qui est l'héritier de la stricte observance templière, eh bien, le grade final devait d'abord s'appeler Chevalier du Temple. Et c'est Villermoz qui a fait changer la dénomination et qui a inventé le titre de Chevalier bienfaisant de la Cité Sainte. Pourquoi? Parce qu'il estimait lui-même que la filiation historique complète n'était pas prouvée et que par conséquent c'était une usurpation en quelque sorte d'employer le terme de Chevalier du Temple. C'est toujours cette même honnêteté de Jean-Baptiste Villermoz. Maintenant, qu'il y ait peut-être sinon une filiation complète, au moins disons, un filet de la tradition templière qui ait pu se perpétuer à l'intérieur de tels ou tels rites maçonniques, c'est peut-être possible. Vous comprenez? Peut-être possible, mais le démontrer avec des documents, le démontrer formellement, ça me paraît plus que difficile, presque impossible en l'état actuel des choses. Peut-être un jour on trouvera des documents, enfin des textes, quelque chose. Mais enfin, à l'heure actuelle, en ce qui me concerne et d'après ce que je peux connaître, je ne vois pas. Alors on peut dire, si vous voulez, alors évidemment, on peut dire que tel ou tel type de maçonnerie peut avoir un état d'esprit qui se réfère à l'exemple des Templiers, peut même penser et être convaincu qu'elle emporte avec elle, sinon la totalité de l'enseignement des Templiers, mais au moins un filet, comme je disais tout à l'heure, une part de cet enseignement. Ça, c'est peut-être possible, encore faudrait-il étudier ça sur des rituels, voir quelque chose. Donc là encore, nous sommes vraiment dans le subtil, quoi. Là encore, nous sommes dans le domaine de l'hypothèse, incontestablement. Mais après tout, la notion de temple peut bien s'élargir, car les Templiers eux-mêmes, à Jérusalem, ils étaient près du temple de Jérusalem, et ce temple de Jérusalem, c'est l'héritier du temple de Salomon. À tel point même, les maçons sont tellement persuadés, non seulement persuadés, mais pensent tellement à cette référence salomonienne que le Vénérable est dit résider et être installé dans la chaire du roi Salomon.
J'ai vu dans des rituels d'installation du Vénérable, eh bien on installe le Vénérable dans la chaire du roi Salomon. Et les maçons eux-mêmes sont des pierres qui doivent se dégrossir, se polir, de façon à devenir des participants à cet édifice vivant que doit être le temple. Alors à ce moment-là, c'est encore la notion de temple, mais prise d'une manière extrêmement générale. Peut-être qu'après tout, les Templiers n'ont été qu'un des moments historiques de ce temple, qu'une des représentations historiques de ce temple je crois que universel. C'est le mot exact, il s'agit de représentation, et de représentation par l'esprit, forcément. Oui. Et que finalement, il est quand même, je vous écoute, Douairet, il est quand même intéressant de voir combien le langage peut avoir de finesse et de subtilité, n'est-ce pas, et qu'un temple, au fond, peut représenter tellement de choses. Et quand vous dites un temple vivant, la représentation des maçons pour arriver à faire un temple vivant, c'est-à-dire vraiment un temple humain, un temple sensible. Le temple de l'homme. Le temple de l'homme, finalement, il y a quelque chose d'assez... Bien sûr, et au fond, fascinant, pourquoi les Templiers ont-ils pris le titre de chevalier du Temple? Peut-être justement, ils sentaient ce rôle pour eux. Enfin, toujours est-il que le temple de Salomon, là, est une référence constante chez les maçons, à titre au moins symbolique, car là aussi, nous serions bien en peine, j'imagine, de trouver des traces permanentes. Il peut y en avoir, peut-être. J'ai bien lu dans un manuscrit de Jean-Baptiste Villermoz que Jean-Baptiste Villermoz estimait que les Esséniens étaient des transmetteurs de la tradition. Or, à cette époque-là, Jean-Baptiste Villermoz n'avait pas connaissance des manuscrits de la mer Morte. Oui, bien sûr. Donc, il y a tout de même dans toutes ces sociétés, et donc y compris dans la maçonnerie, des parts d'héritage oral, si vous voulez, qui transparaissent dans un mot, dans un nom, dans un rituel, et qui sont peut-être la lointaine résonance d'un fait authentique, dont notre esprit critique, évidemment, ne se satisfait pas toujours, mais peut-être un indice. Enfin, quant à la légende du roi Salomon, ça, elle est permanente, avec également le fameux symbole d'Hiram, d'ailleurs, dont Gérard de Nerval a tiré une très belle nouvelle. Oui, nous connaissons, je connais la nouvelle de... Oui, la légende d'Hiram, qui porte parfois les noms de Adoram, Adoniram ou Hiram, est celle qui est revécue, si je puis dire, par le maçon lors du rituel de 3e degré. Et où l'on voit le maître Hiram pourchassé successivement par 3 compagnons qui cherchent à lui extorquer de force le mot, la parole perdue, le mot du maître. Et ces 3 compagnons finissent par le tuer, et c'est ensuite des maîtres qui retrouveront son tombeau marqué par une branche d'acacia. Et là aussi, le symbole de l'acacia est un symbole permanent chez les francs-maçons. Alors je crois que nous pourrions peut-être conclure aujourd'hui par cet extrait d'une lettre de Villermoz au duc de Brunswick, et qui me paraît tout de même assez bien résumer certains aspects de la maçonnerie. Voici ce qu'il écrit. « La franc-maçonnerie fondamentale n'a pas d'autre but que la connaissance de l'homme et de la nature. Étant fondée sur le temple de Salomon, elle ne peut être étrangère à la science de l'homme, puisque tous les sages qui ont existé depuis sa fondation ont reconnu que ce fameux temple n'a existé lui-même dans l'univers que pour être le type universel de l'homme général dans ses états passés, présents et futurs. » Voilà, évidemment. Bon, bien, je pense que ça, c'est au fond quelque chose au fond qui ne demande pas de commentaire, parce que c'est absolument clair. Et ce qui m'étonne toujours, au fond, c'est non seulement la clarté du texte, qui est une chose toute facile, mais c'est l'élévation du ton. Oui, et la générosité de la pensée. Concernant la maçonnerie, la générosité de la pensée, cette idée de vaste ensemble humain, duquel, au fond, personne n'est exclu a priori. Non. N'est-ce pas? Au contraire. Au contraire. C'est l'appel à un rassemblement des bonnes volontés. Des bonnes volontés et des esprits, une fois de plus, disons-le encore, tolérants. Bon, nous allons achever là cette émission, qui sera peut-être un peu plus courte que les précédentes, mais nous avons fait le tour de la question maçonnique. Il est évident, nous allons donner rendez-vous comme chaque semaine à nos auditeurs lundi prochain. Est-ce que nous pourrions peut-être d'ores et déjà annoncer, dire enfin en gros quelles sont les questions que nous entendons peut-être traiter à partir de la semaine prochaine? Je pense que dans l'avenir, et tout particulièrement à partir de la semaine prochaine, nous pourrions aborder des questions qui touchent le monde de la chevalerie, car aussi bien il y a des traditions qui sont restées vivantes depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, et qui semblent même en certains cas assez florissantes. Il serait peut-être intéressant de nous documenter là-dessus. Et de toute façon, ça se raccroche à ce que nous venons nous restons de voir, dans notre même perspective. Nous avons beaucoup, cette fois, parlé des Templiers.
Bernard Douairet, je vous remercie. Rendez-vous lundi prochain avec tous les auditeurs qui sont intéressés par cette émission et nous nous tenons, encore une fois, je le dis, à leur disposition pour répondre à leurs lettres, à leurs questions éventuelles. Et pour leur donner tous les renseignements qu'ils jugeraient utiles dans la mesure où nous-mêmes les connaissons. Voilà. Bonsoir, à lundi.